Bonjour à tous et bonjour à Maya. Bonjour à tous et bonjour Daniel. Alors aujourd'hui, on va parler conflit, les causes, les raisons et les conséquences. Donc, qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à ça? Alors oui, je me suis la réflexion sur le conflit et de toute façon, comme nous vivons dans un monde de dualité, le conflit en fait il est obligatoire. Alors le conflit il va naître de plusieurs causes et il va avoir évidemment plusieurs conséquences. Alors on va essayer de voir par exemple quelles sont les causes des conflits. Alors ça va être des causes, on peut dire, territoriales, que ce soit au niveau géographique, mais que ce soit aussi au niveau personnel, comme nous avions vu justement que nous avions chacun un œuf territoire. Donc quand je parle de territoire, c'est aussi le territoire personnel de chacun. Et qu'est-ce que c'est qui peut être cause de conflit dans ce territoire? C'est pour deux raisons. Soit si c'est quand le territoire est envahi, soit si c'est pour reconquérir le territoire. Donc de toute façon, pour que ça soit l'un ou l'autre, on va dire que de toute façon, le conflit est obligatoire. Qu'on le veuille ou non, le conflit dans ce monde est obligatoire. Voilà la réflexion que je me suis faite par rapport à tout ça. Alors ensuite, il y a aussi des causes de conflits avec dominant-dominé, c'est-à-dire que face à un dominant, si on se laisse dominer, il n'y aura pas de conflit, mais ça veut dire aussi qu'éviter le conflit, ça peut vouloir impliquer être dominé ou être dans la soumission, et que finalement, pour rétablir l'équilibre et ne plus être sous la domination et sous la soumission, le conflit va être obligatoire. Voilà. Bon, voilà certaines causes. Peut-être que dans la discussion, on va trouver d'autres causes, mais c'est vrai que euh, déjà, je me suis arrêtée à ça. Bon, il y a aussi évidemment les conflits idéologiques, bien sûr. C'est-à-dire, toi tu vois le monde d'une façon, moi je le vois d'une autre, mais ces conflits idéologiques ils vont évidemment très très loin. Et on est habitué en fait dans notre monde à être dans l'opposition, c'est-à-dire je ne suis pas d'accord avec toi, donc je vais me battre pour justement essayer d'avoir raison et que l'autre ait raison. Et voilà aussi une forme de conflit qui est presque culturel, on va dire, voilà, le conflit idéologique. Alors, euh, ce que je peux dire d'autre aussi au niveau du conflit, c'est que si on pose que le conflit est obligatoire, euh, qu'est-ce que c'est qu'on va mettre en fait dans cette dynamique du conflit? Et c'est là que ça se complique un petit peu, parce que généralement, quand on est dans une dynamique de conflit, il y a des éléments qui vont être très importants qui vont se mêler à ça, ce sont les émotions. Voilà. Et donc, quand on va gérer un conflit avec les émotions, alors c'est marrant, on peut le dire maintenant, mais au début de la présentation, tu avais confondu conflit et colère. Ça veut dire que donc, en tout cas toi, dans ta logique comme ça, sans trop réfléchir, inconsciemment, le conflit implique nécessairement de la colère. Alors c'est une bonne question, on va la poser. Voilà, mais justement, je te laisse Voilà. poursuivre un petit peu dans ta démarche. Alors, est-ce que le conflit implique forcément de la colère? Ben, Alors, c'est ça, ouais. voilà. Euh, on ne peut pas dire ni oui ni non, parce que ça dépend d'où naît le conflit. En fait, quand il y a eu beaucoup comment dire, de domination, justement, d'emprise, de, de, ouais, de domination, d'emprise, d'écrasement, c'est sûr que pour arriver à soulever tout ça, la colère, ça peut être un moteur. Mais en sachant que la colère, c'est aussi une émotion. Et c'est une émotion qui naît justement de l'injustice et de l'impuissance et du fait que les choses ne sont pas en place, que ça ne va pas. Et donc cette colère, elle peut aider en fait à soulever un petit peu tout ce qui opprime en fait, tout ce qui est oppressant, tout ce qui est opprimant.
Voilà, donc la colère, elle va servir à ça. En même temps, là où c'est dangereux aussi, c'est que si je me laisse guider par la colère, la colère, elle va déborder, elle va aller faire un peu n'importe quoi. Voilà. Et c'est vrai que c'est un peu le problème des révolutions. On va dire que quand est-ce qu'il y a une révolution? C'est vrai qu'on est dans un climat un petit peu comme ça au niveau social en ce moment, et qu'en fait le conflit, ça va être quoi? Ça va être, il faut aussi que j'arrive, ou que nous arrivions à affirmer nos besoins, à affirmer ce que nous sommes, affirmer ce que je suis, affirmer mes besoins, je préfère parler avec je. Et que si en face, en même temps, il y a un refus d'accueillir mes besoins et ce que je pense, etc., c'est sûr que ce refus, ça va forcément entraîner de la colère. Et qu'en même temps, en fait, si cette colère, elle prend le dessus, ce qui va se passer, et ça marche beaucoup avec les pervers narcissiques, par exemple, si on prend ça au niveau personnel, dans les relations avec les pervers narcissiques, c'est que au moment où on est en colère, en fait, la personne perverse en face, elle va retourner la colère contre nous en disant: ah ben tu vois, tu t'énerves, ah ben tu vois, c'est pas moi, c'est toi la méchante. Voilà, donc il y a tout ça, c'est pour ça que c'est dans le conflit, il se joue énormément comment dire, de paramètres. Et il y a aussi pas mal de perversions qui peuvent arriver là-dedans, en sachant que c'est ça, c'est-à-dire qu'une colère, même légitime, peut être récupérée dans l'autre sens pour être utilisée contre soi, en fait. Voilà. Ça, c'est déjà quelque chose de très important à comprendre. C'est aussi un petit peu ce qui se passe chaque fois qu'il y a des manifestations sociales, des grèves, etc. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, on va aller se servir de la colère de quelques-uns, qui, bon, d'ailleurs, généralement sont mis là exprès pour mettre justement, pour créer des débordements, qui vont faire qu'en fait, ces débordements pourront après se retourner vers ceux qui revendiquent et vers ceux qui ont une juste colère. Voilà, donc tout ça, c'est important de le comprendre, parce que de toute façon, c'est vrai que là, je fais un peu un va-et-vient avec les deux, parce que ce qui se passe au niveau individuel, c'est la même chose que ce qui se passe au niveau du groupe, au niveau d'une société, même au niveau d'un pays, quand on est justement dans le conflit, quoi. Voilà, ça c'est quelque chose de très important. Donc, si on part dans les conflits qui sont personnels, et on a tous, je pense, en ce moment, en tout cas, parce que je pense qu'en ce moment, il y a beaucoup de choses qui remontent de tout ce qu'on a vécu. On le voit un peu dans les actualités. Il y a beaucoup de choses comme ça qui se soulèvent, beaucoup de bouts là, qui remontent. Et en fait, par rapport à tout ça, ça va créer du conflit. Alors, je l'ai dit, si ce n'est pas accepté en face, c'est surtout ça. Parce que en même temps, si en face, on accepte par exemple la colère de l'autre, la colère ou la revendication de l'autre, ça va pouvoir se remettre en équilibre, en fait. Voilà, c'est ça. Mais ça, c'est quand même très très difficile. Quand on voit les conflits, si on est honnête, les conflits personnels à laquelle nous pouvons tout un chacun être aux prises, avec un conflit avec une personne ou avec une administration, voilà. Qu'est-ce que je fais? C'est à chacun de se poser la question. Qu'est-ce que je fais quand je suis dans le conflit, quoi? Quand il y a une personne qui m'agresse, ou quand il y a une personne qui s'adresse à moi avec des reproches, par exemple. Voilà. Là, c'est sûr, si on est honnête, que ça va forcément aller réveiller des émotions, aller réveiller des blessures. Et là aussi, on le sait, dans ce cas, le conflit, c'est la porte ouverte à la violence. Et la violence, ça peut aller très 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 loin. Hein. Ça va jusqu'à des gens qui s'entretuent, quoi. Hein. Surtout que la violence, en même temps, dans notre société, elle est quand même aussi générée par tout ce qui est jeux vidéo, par tous même les programmes télévisuels, que ce soit n'importe quel, les films, etc. Où la violence, elle est tout le temps
elle est tout le temps glorifiée presque, voilà, c'est ça. Donc, effectivement, on n'a pas appris, on a appris l'opposition, en fait. Et si on réfléchit du plus loin, enfin, en tout cas, moi, que je me rappelle dans mon enfance, quand c'était par exemple les débats politiques, c'était toujours l'un contre l'autre, tout le temps. La droite contre la gauche, nanana, nanana. Et en fait, ce conflit ne fait que générer, évidemment, la division, ça c'est évident. Et en fait, on est quand même dans cette... dans ce fonctionnement-là de conflit. Et quand je suis en conflit avec quelqu'un, ouais, c'est mon ennemi, je ne suis pas d'accord avec lui, donc ouais, lui, je ne veux plus voir. Ou, voilà, on est dans quelque chose de... Je pense que c'est quand même important de se poser la question de qu'est-ce que c'est tous ces conflits, qu'est-ce que c'est qu'il y a derrière, quel est aussi... parce que c'est, comment dire, un conflit, quand il est, par exemple, social, ça va aussi entraîner tout un égrégore derrière qui va être nourri par toutes les émotions de toutes les personnes qui revendiquent. Mais en sachant qu'une personne qui revendique pour une cause juste, la personne qui revendique, elle revendique avec quoi? Pas qu'avec sa pensée. C'est vrai que la pensée, elle peut structurer la revendication en disant « moi je demande ça, ça c'est pas juste, etc. » Ça c'est une chose. Mais derrière, il y a aussi tout le vécu de la personne, toutes les injustices qu'elle a pu vivre dans son enfance, tout l'émotionnel, toutes ses mémoires. Il y a tout ça qui ressort. C'est pour ça qu'un conflit social, c'est aussi quelque chose qui peut exploser à cause de tout ça. Parce que si on n'est pas conscient qu'au-delà de l'idéologie, on trimballe aussi enfin, des camions énormes de charges émotionnelles inconscientes. Et donc c'est là qu'en fait, le conflit, il peut partir dans tous les sens. Et que donc, voilà, enfin, il y a beaucoup de réflexions à faire par rapport à tout ça. Je ne sais pas, je te laisse la parole, peut-être tu as des questions. Alors déjà, moi, je vais peut-être aussi résumer dans ce que j'entends, donc par rapport à ce que tu transmets. Le conflit est un résultat, est aussi une conséquence peut-être d'émotions de colère sous-jacentes, mais n'est pas forcément dépendant de ces émotions de colère, comme on le voit par exemple en géopolitique. Des conflits peuvent être générés hors émotions de colère sous-jacentes. Ils peuvent être alimentés, ils peuvent être co-créés par d'autres formes de pensée, par d'autres agglomérats. Donc, il y a ça aussi, cette différence, dissociation. Et quand il s'agit de conflits personnels, pareil, hein, j'essaie de synthétiser pour pouvoir aussi amener la suite. Dans les conflits personnels, c'est aussi pouvoir faire la différence entre est-ce que c'est une émotion de colère qui m'alimente, est-ce que c'est une disharmonie dans ma relation à l'autre ou même dans ma relation à moi-même. Ça peut être un conflit hormonal, ça peut être un conflit psychologique, ça peut être un conflit de charge émotionnelle. Tout ça, en fait, ça peut générer ce sentiment de conflit et de mise en place peut-être de dissociation de relations, hein, une déstructuration de relations. C'est ça qui est important. Tout est conséquence. C'est-à-dire que même si on le prenait dans le sens inverse, le résultat peut être la conséquence d'autres choses et ainsi de suite. Et moi, je vais peut-être aussi rebondir sur ce que tu as dit là dernièrement, c'est par rapport aux charges émotionnelles. Et c'est vrai que plus on va avoir de charges émotionnelles, moins elles vont être acceptées, transmutées, traversées. Et plus on a le risque de générer des disharmonies dans les relations et ainsi des conflits. Il y a ça aussi. Il y a cette importance de prendre en compte les charges émotionnelles, de ne pas les transférer à l'autre. Et quand on en ressent une, c'est de pouvoir aussi la libérer et la transmuter. J'entends ce que tu dis. Disons que pour moi, le conflit ne vient pas des émotions, pas du tout. Les émotions, ça va alimenter le conflit, mais ce que j'ai dit. Ça l'alimente, mais ça ne le crée pas. Voilà, c'est ça que je veux expliquer. C'est-à-dire que ce qui va, à la base, pour moi, générer un conflit, si je peux résumer, c'est le fait de ne pas
En fait, je vais être en conflit quand je ne suis pas respectée et quand je n'ai pas mon territoire. C'est ça qui va générer un conflit. Pour les êtres humains normaux. Enfin, je vais expliquer pourquoi je dis normaux. Parce que si on prend la catégorie des personnes qui alimentent la perversion narcissique, ou qui sont pervers narcissiques, ou qui sont, voilà, comment dire, qui la font passer à travers eux, parce que je le vois plutôt comme ça, là, ces personnes-là, elles vont générer les conflits. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même deux catégories différentes. Et c'est pas pareil pour les deux catégories. Parce que la catégorie de la perversion narcissique, qui se retrouve au niveau individuel, mais aussi au niveau sociétal, aussi au niveau des pays et des gouvernants, etc. Et d'ailleurs dans tout ce qui concerne la société, en fait, la perversion narcissique, son rôle, c'est de générer de la souffrance. Donc pour générer de la souffrance, il y a deux solutions. Soit elle est complètement dans la domination, et dans ces cas-là, si je m'écrase en face, il n'y a pas de conflit. Et souvent, d'ailleurs, c'est par peur du conflit qu'on va accepter la domination et la soumission. Ça, c'est très important de le comprendre aussi. Et c'est très important, quand on est dans le conflit, de savoir qu'il y a cette perversion narcissique. Sinon, on ne s'en sort pas. Parce que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, les pervers narcissiques, ils vont toujours, en fait, nous mettre dans un tel état, justement, d'injustice, d'irrespect, d'envahissement de territoire, qu'à un moment, ça va générer de la colère, et que là, ils vont retourner cette colère, c'est-à-dire ils vont retourner les émotions générées par la souffrance contre nous. Voilà. Donc ça, c'est important de comprendre ce processus, parce que quand on a affaire à des personnes comme ça veut dire, si j'ai en face de moi un pervers narcissique et que je me mets en colère, lui, il est content, il a gagné. Voilà, ça veut dire que dans ce cas-là, par exemple, le conflit, il va être, enfin, comment dire, c'est pas qu'il va être, il faudrait qu'il soit commandé par la maîtrise et la puissance, et non pas par les émotions. Parce que face à un pervers, dès que je suis dans l'émotion, j'ai perdu. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir d'émotion, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que la colère qui est générée par le comportement dévastateur de cette catégorie de personnes, elle doit être exprimée, guérie, extirpée, accouchée, mais pas avec eux. Parce qu'avec eux, on va toujours perdre. Voilà. Par contre, si en face de moi, si je suis très en colère parce que justement j'ai subi ça, et qu'il y a une personne, comme peut le faire Daniel, qui va dire « Ah, mais je comprends que tu sois en colère, c'est normal que tu sois en colère ». Et du coup, voilà, ça permet aussi de savoir que la colère que je ressens, elle est juste. Ça permet aussi de pouvoir, à un moment, la libérer. Pour qu'après, au moment où je me retrouve face à une personne comme ça, j'ai retrouvé ma puissance, ce qui n'est pas la même chose. La puissance, dans un conflit avec un pervers narcissique, ça va être je suis alignée et je sais que je suis juste. Je sais que je suis dans mon droit et je sais qu'avec moi, j'ai vraiment la force, quoi. Mais la force aussi spirituelle avec moi. Il n'y a que ça, d'ailleurs, qui peut... Parce que là, en fin de compte, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les pervers en face, quand ils ont cette force-là en face, il n'y a plus rien, il n'y a plus personne. Voilà. Eux, ce qui va pour eux alimenter le conflit dont ils sont friands, c'est les émotions. Voilà. Tout ça, ça fait... voilà. Donc ça, c'est vraiment comment on fait face à des gens comme ça. Alors après, quand on a des conflits... Alors, je m'excuse de dire les êtres humains normaux, mais disons, on ne va pas dire comme ça, mais quand il y a des conflits entre êtres humains qui ne sont pas pervers, on ne traite pas le conflit de la même façon. Voilà. Parce que justement, quand il y a un conflit face à des personnes qui ne sont pas pervers, il y a un moment où il est toujours possible de se comprendre, de discuter, et au lieu d'être dans l'opposition, comme le disait Jacques Salomé, on peut être dans la position. Ça veut dire, toi tu penses qu'il faut faire comme ça,
ok, moi je pense qu'il faut faire comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire de nos deux façons de voir les choses? Est-ce que justement on ne peut pas arriver avec ces deux façons à aller mêler les choses de façon à avoir un résultat encore plus riche et plus positif? Voilà. Et donc généralement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aussi dans les conflits, comment dire, on croit beaucoup que le mental, il dirige tout. Quand je parlais plutôt là, de conflits idéologiques, par exemple, si on parle de politique ou de religion, parce que même la religion, quand il y a des conflits religieux, c'est plus des conflits de cœur, hein, c'est des conflits idéologiques. Donc c'est des conflits au niveau du mental. Et le mental, lui, il est persuadé tout le temps qu'il a raison, quoi, que c'est comme ça, que c'est pas autrement, que c'est comme ça, que c'est pas autrement, et que là, de toute façon, les conflits idéologiques, derrière ça, ce qui fait la rigidité d'un conflit idéologique, c'est forcément qu'inconsciemment, il y a des souffrances qui ont rendu les personnes rigides. Voilà. Donc c'est tout ça. En fait, les conflits, ils sont aussi présents pour camoufler toutes les blessures. Voilà. C'est-à-dire que pour camoufler une blessure justement de faiblesse, ben, la personne elle va être rigide, disant oui, moi je suis sûre de moi, je suis sûre de moi, parce qu'en fait au fond il y a cette blessure ou un petit enfant, une blessure inconsciente bien sûr, d'un enfant qui lui est dans l'impuissance et la faiblesse. Et c'est souvent comme ça. Donc on voit quand même que les conflits, il y a toute une palette de causes et de conséquences, parce que justement, bon là on a été plus dans les causes. Alors quelles vont être justement les conséquences? Une conséquence de conflit, on peut imaginer, on parle de géopolitique, ça peut être des pertes humaines par exemple, des pertes de territoire également. Côté oui, quand il y a la guerre. Enfin, voilà, je parle de conflit géopolitique, là, pour le coup, parce que tu as donné les deux exemples. Il peut y avoir des conflits sans guerre. Il peut y avoir des conflits ça. En essayant le plus possible d'être maximum général et d'apporter des informations en diagonale. Hein. Et il y a donc le conflit géopolitique et il y a le conflit individuel relationnel. Et quelles peuvent être les conséquences? Parce que tu as donné deux schémas types. Le schéma en lien avec un des pervers narcissiques et le schéma avec une situation de conflit, comme tu l'as nommé, des gens, entre guillemets, normaux, même si, bon, là, c'est difficile de dire normal, pas normal, oui, des personnes qui ne seraient pas sous un tempérament de perversité narcissique, voilà. Et quelles sont les différentes conséquences dans ces cas de figure-là, c'est-à-dire géopolitique à grande échelle, mais également individuelle en fonction de la raison du conflit? Alors, c'est vrai que j'ai fait la séparation entre ces deux cas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout est tissé ensemble. C'est-à-dire que les gens qui ne sont pas pervers, pour ne pas dire les gens normaux, sont en relation avec des pervers sans savoir qu'ils le sont. Et tout ça, c'est complètement mélangé en sachant que justement la perversion narcissique va se servir de la manipulation pour faire croire aux gens qui ne le sont pas qu'ils sont des bonnes personnes. Et tout ça, c'est tissé ensemble. C'est moi qui fais la différence, mais il n'y est pas la différence en fait. Tout est mélangé, tout est plus que mélangé. C'est vraiment cousu ensemble, c'est un tissage. C'est vraiment comme ça. Donc après, arriver à faire le tri dans tout ça, c'est vraiment pas du tout facile dans le relationnel, d'autant que tout un chacun, avec honnêteté, nous sommes toujours pris par des émotions, par des émotions inconscientes et par des souffrances relationnelles qui sont vraiment, malheureusement, le lot de tout un chacun. Sinon, on vivrait dans une harmonie, ce qui est loin d'être le cas. Hein. On voit que de toute façon, ça ne va pas. Donc, les conséquences de conflits, elles peuvent être multiples. On peut dire aussi que parfois, un conflit, si on n'est pas avec les pervers, ça peut permettre aussi de résoudre un problème.
Je m'explique. Par exemple, si une personne, elle s'est conduite avec une autre personne en lui faisant du mal, mais sans se rendre compte qu'elle lui faisait du mal. Voilà, juste parce qu'elle pensait que ce qu'elle faisait c'était bien. Je ne sais pas, on peut prendre peut-être un exemple concret d'une relation parent-enfant. Par exemple, un parent, il va aller pousser son enfant à faire des études de mathématiques, voilà, en pensant que c'est ce qu'il y a de mieux pour lui, alors que l'enfant, lui, il a envie de faire, je ne sais pas moi, des arts plastiques. Bon, voilà. Et en fait, l'enfant, il ne va pas oser dire aux parents pour ne pas le décevoir qu'il préférerait faire de l'art plastique parce que le parent, etc., il pense que les maths, c'est la panacée, quoi. Et à un moment, c'est vrai que quand ça part comme ça, que c'est bancal, à un moment, ça va clasher, hein, c'est sûr, ça va clasher. Mais si justement, à un moment, il peut y avoir un conflit et que l'enfant, il exprime à son parent, mais moi, je n'ai pas envie de faire de mathématiques, j'ai envie de faire de l'art plastique, ce conflit peut permettre de résoudre la situation à partir du moment, évidemment, où le parent accepte que l'enfant, il fasse ce que lui, il a envie de faire. Voilà. Donc un conflit, ça peut aussi avoir des conséquences positives dans le sens où ça va résoudre des non-dits, des projections, etc. Parce que pourquoi il y a un conflit, pourquoi on va imposer à son enfant quelque chose qu'on n'a pas pu soi-même, comment dire, peut-être accomplir. Et finalement, voilà, il y a des... chacun est dans son petit univers et ça ne se rencontre pas. Et parfois, il faut qu'il y ait un gros conflit, enfin, gros conflit plus ou moins gros, pour que justement ça explose et que du coup ça soit positif. Ça peut arriver, voilà. Et c'est vrai aussi que dans quand je parlais tout à l'heure de reconquérir son territoire, quand on a été énormément soumis, justement, ben c'est souvent par contre avec des gens dominateurs, qu'ils soient pervers ou pas, pour reconquérir son territoire, le conflit il est obligatoire. C'est-à-dire qu'à un moment, si je dis à une personne, moi je veux que tu me respectes, elle ne va pas comprendre. Je veux que tu me respectes. Et puis à un moment, il va falloir dire non, mais là, stop, mettre le poing sur la table. Et la personne, elle va dire ah mince, alors qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc le conflit, parfois, il est nécessaire pour pouvoir s'affirmer aussi. Voilà. Malheureusement, c'est comme ça. L'affirmation doit passer par le conflit, c'est-à-dire que c'est proportionnel à la domination qu'il y a eu. Plus il y a eu de domination, plus à un moment, il faut qu'il y ait un conflit. Après, effectivement, ce conflit, c'est là où c'est un peu subtil. Il peut être, comme je l'ai dit tout à fait au début, il peut être alimenté par l'émotion de la colère. Mais parce que la colère, ça peut aider à un moment à casser quelque chose, quoi, à exploser comme ça. Mais après, il faut essayer tout le temps de retrouver justement sa puissance et son alignement. Et en disant, en étant conscient de sa colère, on peut être conscient qu'on se sert de la colère aussi à un moment. Hein. Puis dire, là j'ai de la colère, je vais m'en servir pour y aller, parce que si je ne suis pas en colère, je ne vais pas réussir à m'affirmer, je ne vais pas réussir. Voilà. Donc tout ça, c'est subtil, bien évidemment. Alors, donc les conséquences là du conflit, dans les cas que je cite, vont être plutôt positives parce que le conflit, dans ces cas-là, va servir à remettre les choses à leur place. Voilà. Après, évidemment, les conséquences négatives du conflit, j'aurais peut-être mieux fait de commencer par le négatif, le positif d'ailleurs, on reviendra au positif. Le négatif d'un conflit, c'est qu'effectivement, ça divise. Voilà. Et on sait très bien que, comment dire, le prince de ce monde, si j'ose dire, ce qu'il veut, c'est diviser. Voilà. Donc, effectivement, si un conflit, il peut servir à remettre justement une unité, il va toujours être, enfin, très souvent, si on n'est pas en conscience, être récupéré pour diviser. Voilà. C'est-à-dire, voilà, ça va générer des guerres, ça va générer des incompréhensions, ça peut générer des fâcheries sur des générations et des générations. Ça, on le sait dans les familles. Ça peut générer beaucoup de fâcheries, de divisions,
et qui peuvent durer très 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 longtemps. Voilà un petit peu ce que je voulais dire sur le conflit. Je regarde si j'ai oublié quelque chose. Je pense qu'on a déjà fait en diagonale l'essentiel. De toute façon, pas apporter toutes les informations à ce genre de sujet en quelques minutes non plus. Et voilà, je te relaisse la parole. Oui, oui, j'ai oublié quelque chose de très important. Tu l'as évoqué tout à l'heure d'ailleurs, toi. C'est le conflit intérieur. Bon, ça, c'est très important. Le conflit intérieur. Ça veut dire qu'à l'intérieur de chacun d'entre nous, il peut y avoir vraiment un conflit avec, comment dire, peut-être pas des idées, mais des envies complètement différentes. C'est-à-dire, on peut, par exemple, si je parle d'un conflit familial, on peut prendre ça. Si on a des parents toxiques, par exemple, on peut avoir d'un côté envie d'être en amour avec ses parents, et de notre côté, se dire, ah ben non, je ne peux pas continuer. Je ne peux pas continuer cette relation parce que cette relation est toxique pour moi. Bon, mais ça, c'est avec tous les pervers qu'il peut y avoir justement ce conflit intérieur dont ils se servent évidemment d'ailleurs pour toujours récupérer en culpabilisant. Parce que, comment dire, quand on aime une personne et que cette personne est toxique, que ce soit des parents, que ce soit un enfant, que ce soit un conjoint, il va y avoir obligatoirement, par exemple, dans ce cas-là, un conflit intérieur entre l'amour et le fait de se respecter. Et comment on fait avec ça? Et là, en fait, ça maintient non seulement un conflit enfin, si on évite le conflit à l'extérieur, on entretient le conflit à l'intérieur. Voilà. Et ça, c'est quelque chose de très très douloureux, c'est quelque chose qui peut durer toute une vie, qui visse, qui fait du mal, qui entretient une souffrance très 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 profonde. Voilà. Et c'est important aussi de prendre conscience de ce conflit. Et alors c'est vrai que je reviens finalement toujours un petit peu à cette perversion narcissique, mais c'est parce que c'est vraiment aussi, je pense que le conflit est extrêmement lié à la perversion narcissique dans le fond, vraiment dans le fond. Donc effectivement, ce conflit intérieur, pour finir sur quelque chose d'un peu positif, comment on va pouvoir le résoudre? Tu vas me demander, je suis sûre. Bien sûr, mais tu fais les questions-réponses, donc je te laisse dérouler le. Je suis désolée. Ouais. Alors, donc, en fait, avec un pervers narcissique, ce conflit intérieur, c'est déjà premièrement pareil de prendre conscience que je suis en conflit intérieur, accepter que je suis en conflit intérieur, essayer de comprendre ce que je ressens. Et ça peut être aussi de dire, ah ben oui, effectivement, moi je suis un être d'amour, j'aime, c'est naturel pour moi d'aimer, donc c'est souffrant pour moi de ne pas pouvoir aimer une personne qui me fait croire qu'elle m'aime alors qu'en fait elle me détruit. Voilà. Et donc là, évidemment, ça va être pour aller unifier tout ça, il va falloir beaucoup de temps, beaucoup de lucidité, beaucoup d'aide pour arriver justement à faire un choix et à ne plus être dans un conflit, comme je disais, nourri par les émotions qui là vont être vraiment en ébullition. Mais voilà, faire appel aussi, comme je le dis souvent, faire appel en fait à notre âme, faire appel à notre alignement pour savoir le fait que je me respecte, mais ça c'est juste en fait que je me respecte. Et ça, voilà, c'est ça qui peut mettre fin au conflit intérieur, c'est quand je finis par me choisir moi, en sachant que si je me choisis moi, en fait, je peux aussi permettre à l'autre d'arrêter d'être intrusif et donc d'arrêter de faire du mal et donc finalement lui faire du bien parce que empêcher quelqu'un de faire du mal, au fond, c'est aussi lui faire du bien. Et c'est là que le conflit, en tout cas intérieur, il peut se résoudre, mais ça demande aussi, bien évidemment, d'aller toucher les blessures les plus profondes, les plus douloureuses. Mais il faut avoir du courage pour le faire, il faut avoir beaucoup d'amour, beaucoup d'aide, beaucoup. Voilà, et je pense qu'aussi, c'est ce qu'est la spiritualité pour moi à notre époque. C'est justement
aller mettre de l'amour dans toutes ces blessures très 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 profondes et très ancrées, qui ne sont pas que des blessures personnelles, mais qui sont les blessures de l'humanité en fait. Voilà. Et c'est comme ça que peut-être les conflits extérieurs pourront aussi être, enfin, du moins amoindris, et puis au bout d'un moment résolu. Plus il y aura de personnes, encore une fois, qui fera cette paix à l'intérieur, plus ça sera résolu, enfin, ça pourra se résoudre. En même temps, quand je parle de paix, c'est vrai qu'on dit souvent, oui, mais moi je suis tranquille, je suis en paix avec tout le monde, je vous aime, etc. Bon, en tout cas, j'appelle à être lucide envers soi-même, chacun, et peut-être pas se croire aussi en paix que ça, parce que notre inconscient, lui, c'est comme un océan déchaîné, et même si parfois on croit qu'on est en paix, ben voilà, il suffit d'une attaque et tout pour se rendre compte que finalement, ah, mais peut-être que je ne suis pas tellement en paix. Ce qui est normal, parce que je pense que nous portons tous la mémoire de l'humanité. Donc, comment une personne, elle pourrait être 100% en paix tant que l'humanité ne l'est pas? En tout cas, moi, je vois les choses comme ça. Je pense qu'on est tous reliés, et que cette paix intérieure, en tout cas, il ne faut pas qu'elle soit illusoire, quoi. Ça serait dommage qu'elle soit illusoire, et peut-être qu'il vaut mieux reconnaître le conflit, il vaut mieux reconnaître que je suis capable aussi de me mettre en colère quand on vient me chatouiller mon territoire, plutôt que de dire mais moi ça me fait rien, moi je suis zen, si c'est faux, parce que là on n'aurait pas le bon côté de la force. Voilà. Oui, bon, juste la parenthèse, il faut ne pas oublier surtout que nous sommes des êtres duels, soumis aux polarités. C'est tout à fait normal que nous pouvons avoir des variations de comportement, des variations d'émotions d'une situation à une autre. Et comme tu dis, se croire peut-être au-dessus du lot, ça voudrait dire ne pas avoir de dualité, ne pas être soumis ne serait-ce qu'aux polarités terrestres, parce que nous sommes soumis aux polarités terrestres, hein, c'est un fait, là on ne peut pas l'inventer. Ça serait un petit peu dérisoire et dans la non-acceptation de l'émotion ou de la situation qui pourrait être source de colère, source de conflit, source de non-acceptation. Voilà, tout ce qui pourrait générer au final cette charge et créer une disharmonie, un déséquilibre à l'intérieur de soi. C'est rappeler que l'harmonie, l'équilibre, c'est pas être tout béni oui, c'est pas être tout dans l'acceptation. Et c'est dit de la part d'un bisounours, hein, faut le faire quand même aussi. Et c'est vraiment ça, c'est ne pas être constamment dans l'acceptation. C'est pouvoir aussi accepter qu'il y a des situations qui changent, il y a des situations qui évoluent, il y a des situations, il y a des relations qui cessent, il y a des relations qui se créent, et ainsi de suite. C'est l'acheminement de la vie. Et dans l'interprétation du conflit, c'est important vraiment à rappeler, c'est nous sommes des êtres binaires. Nous sommes soumis aux polarités. Et l'idéal, c'est d'harmoniser ces polarités à l'intérieur de nous. Et déjà ça individuellement, si nous arrivons tous, les uns les autres, à être dans cette harmonie, cette équanimité personnelle, déjà, c'est beaucoup. Et comme tu le dis, c'est un gros travail, c'est un gros œuvre, finalement, individuel. Ça reste peut-être le plus... Comment dire, la démarche, j'ai du mal à trouver le mot adapté, c'est peut-être la démarche la plus conseillée. Chacun y voit un petit peu comme il entend. Voilà, c'est juste pour un peu recadrer ce côté... Tout est rose, tout est beau, tout est merveilleux, ok, si on veut, mais il faut quand même voir qu'à côté, il y a des choses qui sont d'une couleur et d'une odeur pas forcément agréables. Ça, c'est pouvoir accepter ça. Ce n'est pas parce que je ne veux pas le voir que ça n'existe pas. Tout à fait. Voilà, j'ai fini mon laïus. En tout cas, Daniel, j'aime beaucoup ce que tu as dit, et puis je pense qu'on va conclure comme ça.
c'est justement en toute humilité, harmoniser chaque jour, justement, peut-être nos conflits intérieurs et nos conflits intérieurs et nos blessures intérieures. Et à partir du moment où on fait ce gros œuvre, j'aime bien aussi les mots que tu as employés, disons qu'on va justement participer à apaiser le monde, vraiment, mais en tout, et à harmoniser. J'aime bien ce mot harmoniser parce que c'est ça, quoi, en fait. C'est harmoniser. Voilà. On va rester sur ça parce que on va rester sur ça. C'est vraiment. Après, c'est vrai que c'est un sujet quand même assez compliqué. C'est un sujet, moi qui ressens les énergies, toi aussi, qui énergétiquement, on sent que ça bouge autour de nous quand on parle de tout ça, que c'est pas du tout un sujet facile à aborder. Mais bon, voilà, j'avais envie de le faire et je crois que c'est important aussi d'aller regarder tous ces aspects qui sont peut-être voilà, pas très agréables à regarder, mais qui font partie intégrante de nous, de notre vie. Et c'est en les regardant qu'on pourra justement mettre notre petite contribution de colibri à mettre de la lumière dans tous ces petits conflits intérieurs et extérieurs. C'est reprendre un peu la responsabilité de ce que l'on ressent et d'accepter que ce conflit, on peut l'avoir à l'intérieur de nous. Et se dire aussi, si j'ai un conflit à l'intérieur de moi, je vais aller regarder. Je n'ai pas envie de le voir, mais je vais peut-être aller regarder, plutôt que de le laisser prendre de la place, prendre de l'ampleur et suer, transpercer à l'extérieur et toucher d'autres personnes. Et ainsi faire effet domino. Oui, parce que tout ça, de toute façon, ça bouge en permanence, en fait. C'est vraiment quelque chose de fluctuant. Et parfois aussi, on peut imaginer qu'il y a quelque chose d'énorme, et puis finalement, après, ça peut se dégonfler comme un ballon de baudruche. Enfin, il y a tout un tas il y a toute une vie avec ces conflits, et ça peut de toute façon bouger dans un sens positif. Et harmonisant, en fait, dans l'harmonie, pour aller vers l'harmonie, comme tu le dis. Voilà. On a le choix entre faire une symphonie ou créer une fanfare assourdissante et pas forcément cohérente. C'est ça, parce que plus aussi on va refuser qu'il y ait un conflit à l'intérieur de nous, parce qu'on veut se croire des êtres en paix, un petit peu arrivés au-delà de tout ça, plus finalement ça va créer, comment dire, une opposition qui va obligatoirement générer un conflit à un certain moment qui va être encore plus grand. Voilà. C'est pour ça que c'est important de se regarder tel qu'on est, avec humilité, sans jugement, comme j'aime à le dire, et je pense que c'est comme ça qu'on va y arriver, voilà, chacun d'entre nous, avec ce que nous sommes, avec nos émotions, avec nos idées, avec notre mental, et avec notre cœur qui peut vraiment nous aider aussi à harmoniser tout ça, voilà, tout simplement. Alors, parlons avec notre cœur encore une fois. Bien, merci infiniment Amaya, merci à tous de nous avoir regardés jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager, liker cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Encore une fois, merci à tous de nous avoir suivis jusqu'au bout. À très vite. Merci beaucoup Daniel, et puis au revoir à tous et à bientôt.